Alors, hop. En tout cas, bonjour à tous et merci d'avoir répondu à l'appel. Merci d'être à l'heure. Hop. Je vais juste mettre ça et vous partager le document. Hop. Voilà, voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Super. Mm. Super. Bon bah voilà. Et bah écoutez, on est super content avec Cédric d'avoir ouvert cette conférence. C'est plutôt un petit peu une rencontre. Donc juste avant, on nous demandait, bah voilà, ça fait combien de temps, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Donc on va parler, on va commencer par parler un petit peu de l'équipe. Il y a, on va dire, plus ou moins chez nous une équipe fixe. Et puis après, il y a des personnes qui viennent des fois intervenir, qu'on peut inviter sur les retraites. Donc voilà, si jamais vous venez en retraite avec nous, soyez pas étonnés des fois qu'il y ait des nouvelles têtes. C'est parce que ça va dépendre des moments et aussi des personnes avec lesquelles on a envie de partager. Donc, bah écoutez, moi c'est Alison, donc je suis la fondatrice de Cambothérapie. Ça fait 9 ans maintenant que je travaille avec ces médecines et j'ai monté Cambothérapie en 2020. J'ai eu un parcours déjà avant de travailler avec les médecines comme accompagnante où je faisais beaucoup de choses comme plutôt dans ce que j'appelais la nutrition consciente à l'époque, le Reiki, l'énergétique. Et puis voilà, le jour où les médecines ancestrales sont rentrées dans ma vie, il y a eu un petit peu comme une évidence. Je dis souvent que j'ai pas forcément choisi consciemment ce chemin. C'est vraiment quelque chose qui s'est un peu imposé à moi et les choses se sont faites vraiment pour que je me lance et pour que j'accompagne. D'ailleurs, souvent quand je dis que j'ai monté Combothérapie en 2020, donc on se souvient bien que 2020, c'était quand même en plein Covid. Et moi, c'était vraiment un appel, c'est-à-dire que on m'appelait pour me demander d'ouvrir des retraites. Et même dans des moments où en fait tout était un peu fermé, il y a eu des portes qui se sont ouvertes et c'est un petit peu ce qui se passe en fait dans la magie quand on travaille avec les médecines. C'est que quand le chemin est juste, en fait, on le ressent et il y a tout qui s'ouvre tout seul. Donc voilà, moi, c'est un peu comme ça que j'ai vécu mon chemin. Et on vous expliquera un petit peu après bah, la façon qu'on a maintenant de faciliter. Parce que bah, sur ce parcours, au début, j'ai eu un parcours qui était très chamanique, forcément. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des rencontres et du travail que j'ai fait moi-même avec les médecines, il y a des choses qui ont commencé à ne plus résonner au niveau du chamanisme et où j'ai commencé à me connecter beaucoup avec ce qu'on appelle les enseignements non duels. Mais ça, on vous en parlera un petit peu après. Euh, Cédric, du coup, si tu veux te Oui, présenter. donc moi c'est Cédric, ça fait 8 ans que je suis thérapeute, donc je travaille beaucoup en Reiki, sonothérapie, luminothérapie, j'ai une boutique de lithothérapie aussi, et je suis spécialisé en fait en constellation familiale, et donc voilà, ça fait 4 ans que j'ai inclus dans mes pratiques à la fois la psilocybine, et maintenant ça fait 2 ans que je travaille avec Alison, avec la médecine. Voilà. Et Et, je vois pas quoi dire de plus. et donc, vous avez à l'écran Xavier et Pauline, qui sont actuellement deux personnes avec lesquelles on collabore, qui sont aussi thérapeutes à la base et qui sont deux personnes que je suis en train de former. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je forme aussi des personnes sur les retraites. Donc, c'est des personnes qui ont commencé aussi à se former avec moi, justement pour l'approche en fait que j'ai à l'heure actuelle de cette combinaison entre les médecines ancestrales et la non-dualité. Euh, donc c'est vraiment un petit peu la base de nos retraites, c'est-à-dire que
L'ayahuasca, de base, va permettre un travail thérapeutique, va permettre d'aller regarder, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe dans notre histoire, pourquoi est-ce qu'il y a des blocages, d'aller lever des voiles, en fait, petit à petit. Et c'est le travail thérapeutique, c'est ce que j'appelle, le travail sur, l'histoire du moi. L'histoire de ce qu'on va appeler le personnage. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé, au niveau, de mes parents? Quels sont peut-être les traumas que j'ai pu vivre? Quels sont les schémas répétitifs? Quelle est mon histoire, en fait? Mais il y a un moment où, on peut très vite se retrouver bloqué, en fait, dans ce schéma-là et en fait, si on regarde, aujourd'hui, il y a un nombre de pratiques spirituelles qui sont, foisonnantes. Que ça va de la constellation familiale, aux soins énergétiques, au fait d'aller regarder ce qui s'est passé, dans des vies passées, d'aller regarder ce qui s'est passé en psychogénéalogie et tous ces outils, en fait, sont utiles à un certain moment du parcours, mais il y a un moment où on est beaucoup à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que s'il faut aller guérir tout ce qu'on a vécu dans toutes les vies passées, vu qu'il y en a quand même un paquet, et si en plus il faut aller guérir toute la lignée des milliers de personnes qui sont derrière nous, il y a quelque chose où en fait on se sent très vite euh, enfermé dans ce qu'on appelle une boucle thérapeutique, ou ce qui peut être aussi la boucle de chercheur spirituel, de la personne qui veut constamment s'améliorer, constamment se développer. Et là, on arrive dans un espace en fait où on peut commencer à ressentir des blocages. Et moi, ce blocage, je l'ai ressenti à un moment sur mon parcours. Et c'est ce que je dis souvent en appel quand j'ai des personnes pour la première fois, avec beaucoup d'honnêteté. Il y a quelques années, j'ai failli tout arrêter. J'ai failli arrêter de travailler avec l'ayahuasca, j'ai failli tout lâcher parce que je me disais, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose il y a quelque chose qui va pas. Je continue à prendre des médecines, je continue à aller travailler sur certaines choses, mais j'ai l'impression de revivre encore et encore et encore les mêmes schémas. Et c'est là qu'est arrivé, sur mon parcours, les enseignements non duels. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a toujours été sur mon parcours. C'est pas que c'est arrivé vraiment un moment, c'est que ça a toujours été là, en tâche de fond. Les premiers enseignants que j'ai eus, même les premières personnes avec lesquelles j'ai commencé à travailler avec les médecines, hem, avaient déjà en fait cette approche, mais que je n'avais pas la capacité de comprendre à cette époque, parce que je focalisais justement sur l'histoire du petit moi. Et en fait, l'approche non duelle, ce qu'elle va inviter, c'est à aller, dézoomer, à aller sortir en fait de l'histoire personnelle et à aller transcender un peu cette histoire pour aller reconnecter à quelque chose de beaucoup plus profond. Aller comprendre en fait que, beh, en fait, on n'est pas notre histoire, on n'est pas ce qui nous est arrivé, on n'est pas, victime en fait d'une lignée familiale ou de toutes ces choses et que tout ça, en fait, ce sont des histoires, ce sont on va appeler ça le rêve, qui sont projetés par l'esprit et qui nous permettent, en fait, d'aller voir des croyances qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et petit à petit, quand on commence à démonter ces croyances, on fait ce qu'on appelle un travail de désidentification. Et l'approche non duelle, en fait, moi, je me suis rendu compte que, bah, au lieu de chercher constamment de nouvelles techniques, à réinventer des choses. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps là-dessus sur la page YouTube et sur la page Instagram. On cherche avec, des outils quantiques, il y a quelques années, on avait ajouté aussi des outils quantiques, aux cérémonies et cetera. En fait, c'est juste aller se rendre compte que, bah, il y a des grands maîtres depuis, des milliers d'années qui ont déjà donné les réponses et qui ont déjà, délivré les messages. Et qu'en fait, il y a des messages qui sont universels, qu'on retrouve partout, qu'on va retrouver, dans le soufisme, qu'on va retrouver dans le Tao, qu'on va retrouver dans l'Advaita Vedanta, qu'on va retrouver dans le bouddhisme et qu'on va retrouver aussi, de notre côté, sur le côté chrétien au travers d'un livre, pardon, qui s'appelle Le cours en miracle, qui viennent en fait absolument dire la même chose, qui est: «Il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est l'amour».
En d'autres termes, il y a qu'une seule chose qui existe, c'est Dieu. Et moi, sur les retraites, je joue beaucoup en fait avec ces deux mots-là, avec amour et Dieu, parce qu'en fait, vu que le but c'est de retourner à l'amour, quand on commence à aller toucher cet espace-là et qu'on commence à aller dire, mais il faut qu'on aille regarder les peurs qu'on a de l'amour. Au début, dans l'esprit, c'est pas forcément toujours clair. Parce que si on commence à dire qu'on a peur de l'amour, parfois on se dit bah non, si l'amour c'est ce que je veux le plus dans ma vie. Par contre, quand on utilise d'autres termes, des termes qui sont chargés énergétiquement, où il y a beaucoup de croyances autour, on arrive à aller voir quelles sont les strates qui demandent à être vues. On reviendra un petit peu sur cette approche-là un peu après, mais voilà, ça c'est la base de notre travail. Tu veux rajouter quelque chose, Cédric, par rapport à ça? Oui, simplement de dire que voilà, le travail thérapeutique en fait va vraiment amener, comme tu disais en fait, quelque chose sur l'histoire du personnage, mais là en fait on va vraiment euh, chercher en fait à reconnaître ce qui est déjà en fait là. Et donc c'est plus en fait le travail de je vais chercher quelque chose, c'est le travail de je vais me souvenir de quelque chose. Donc ça je trouve que c'est très important en tout cas quand on travaille en thérapie. Mm, exactement. Et le travail thérapeutique est pas à négliger parce que en fait, c'est ce que j'appelle créer de l'espace. Tant qu'il y a des traumas, tant qu'il y a des espaces en nous qui sont difficiles, en fait, où on a vécu des grosses blessures, où on peut pas faire de ce qu'on appelle un bypass spirituel et arriver tout de suite à cet espace, en fait, non duel, où on reconnaît, en fait, cette paix, cet amour. C'est facile de dire, il y a que l'amour qui existe. Mais quand on a vécu des choses, et ben, il y a des situations, il y a des choses dont il faut d'abord s'occuper pour pouvoir laisser de l'espace, pour après, en fait, pouvoir accéder à ces espaces beaucoup plus profonds. Et du coup, bah, le travail avec les médecines ancestrales, il va permettre de guider un petit peu l'expérience et d'aller vers ce que j'appelle une expérience directe. C'est-à-dire que au bout d'un moment, l'approche, surtout avec l'approche non duelle, ça peut paraître très conceptuel quand on parle de l'amour, quand on parle de l'unité, quand on parle du lâcher-prise, quand on parle de tout ça. Et il y a quelque chose avec les médecines ancestrales qui se passe, c'est qu'on va pouvoir le vivre et l'expérimenter par soi-même. Et on viendra peut-être un petit peu sur ça après. Euh, tu veux prendre un peu cette partie, Cédric? Ouais, alors qu'est-ce que c'est un état de modifié de conscience? Effectivement, on peut y arriver en fait à travers différents moyens. On peut travailler en breathwork, en respiration consciente, on peut faire du yoga, voire des contemplations, des jeûnes intermittents, voire des jeûnes complets. Et l'hypnose, en fait, l'état modifié de conscience, pour moi, en fait, est un outil qui m'a beaucoup apporté, notamment lors de mes pratiques en suivi thérapeutique. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, en fait, que souvent, quand je fais une hypnose ou quand je fais un Reiki ou quand je vais travailler, en fait, avec des personnes, quand on va toucher quelque chose de très sensible, eh ben, si le mental, en fait, vient obstruer, eh ben, en fait, on n'arrive plus en fait à travailler dessus. Et ça, je l'ai vraiment remarqué, c'est que grâce aux médecines et grâce à l'état modifié de conscience, dès que justement il y a quelque chose qui s'ouvre, bien sûr avec un cadre et une confiance, ben justement en fait, on va pouvoir vraiment réussir à aller délier, à aller remettre de l'amour en fait là où finalement en fait la personne a eu peur en fait d'aller voir ce qui se passait. Et je trouve que c'est une bonne méthodologie en fait ben voilà, pour voir au niveau de la dissociation, parce que à partir du moment en fait où il y a une blessure, il y a forcément en fait une dissociation qui se crée. Et l'élément dissocié en fait doit revenir en fait à l'élément en fait principal. Et souvent en fait l'état modifié de conscience va permettre en fait de faciliter la reconnexion en fait à cet élément principal, mais tout en étant voilà dans un cadre sécurisé, tout en prenant effectivement une sorte de recul pour pouvoir en fait aider la personne en fait à trouver sa propre force ben, voilà, de guérison. Voilà.
Moi, j'étais en train de me dire qu'au lieu de mettre état modifié de conscience, cette diapositive, j'aurais dû l'appeler état étendu de conscience. Ouais, Parce que réellement, ce qu'on cherche à faire, c'est ça. C'est-à-dire que, disons que souvent, on avance dans notre vie un petit peu, vous savez, comme les chevaux avec les œillères sur les côtés, donc du coup, qui ne peuvent voir que ce qui est devant. Et en fait, l'état étendu de conscience permet comme, en fait, de dézoomer, d'étendre en fait le champ de conscience pour commencer à voir les choses sous une autre perspective. Euh, c'est ce qui va effectivement se passer, en hypnose parce que, bah, l'état hypnotique en fait, d'ailleurs je compare souvent les états, les états étendus de conscience à de l'hypnose, mais en disant, c'est un état hypnotique en 4K, 3D Dolby. C'est-à-dire que si des fois en hypnose on peut avoir des images, on peut avoir des compréhensions, là c'est vrai qu'avec les plantes ancestrales, ça nous montre les choses, on a vraiment l'impression de le vivre, de le sentir, de le toucher, donc ça rend les choses plus réelles. Mais au final, c'est la même chose. C'est aller essayer d'aller faire une plongée à l'intérieur de soi pour aller voir en fait qu'est-ce qui se passe dans mon esprit. Et c'est pour ça que pour moi c'est fondamental d'avoir un enseignement et d'avoir une guideline dans ce genre d'expérience, pour pouvoir avoir une grille de lecture de ce qui se passe, de comprendre que tout ce que je vois ne parle que de moi, tout le temps. Je vous donne, je vous donne un petit exemple qui me vient maintenant. Mais en gros, par exemple, c'est pas parce qu'on va prendre de l'ayahuasca ou qu'on va prendre d'autres médecines ancestrales qu'on va forcément voir tout le temps la vérité. Parfois, ça va aussi nous montrer complètement notre ego. Ça va nous montrer en fait cette voix constante dans notre tête qui raconte absolument n'importe quoi. On reviendra un petit peu là-dessus quand on parlera de la non-dualité, parce que la non-dualité en fait amène simplement à ça, amène à un espace dans lequel on va apprendre à observer que à l'intérieur de nous, il y a deux voix constamment. Il y a la voix de la peur et la voix de l'amour. Donc la voix de l'ego et la voix de ce que moi j'appelle le Saint-Esprit, parce que comme je suis très connectée au courant miracle, c'est le vocabulaire que j'utilise sur les retraites. Mais Saint-Esprit, ça veut dire, est-ce que mon esprit est saint, donc il pense avec l'amour, ou est-ce que mon esprit est insane, et donc il pense avec la peur, le rejet, le jugement, la critique. Et parfois, avec l'ayahuasca, et on peut voir les deux. Il y a des moments où on entre dans des très grands états d'amour, et il y en a d'autres où l'ayahuasca va aussi nous montrer, bah, notre ego, nous montrer cette voix en fait qui vient nous perturber. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir justement aller voir. Et si des fois on n'est pas conscient en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous, l'état étendu de conscience permet comme en fait de dézoomer, de se rendre compte que nous ne sommes pas cette voix à l'intérieur de notre tête et de pouvoir aller l'observer. Et en fait, on revient à des pratiques très simples, parce que finalement, bah, c'est ça le but de la méditation. Et c'est un petit peu ce qui est expliqué. Tout à l'heure, je vous expliquais que la non-dualité, il n'y a rien qui a été inventé, que ça fait des millénaires que les personnes qui s'éveillent en fait disent la même chose. On a aussi par exemple Eckhart Tolle, qui est du coup plus dans notre présent, qui parle exactement de la même chose. On va avoir tendance à croire que l'éveil spirituel, c'est je m'éveille, je sens de nouvelles choses, je sens des énergies, je connecte avec des mondes, je connecte avec d'autres choses. Euh, il y a un moment, il n'y a pas de mystique en fait dans les mots qui sont utilisés. Et il y a un moment où on comprend que éveil, ça veut simplement dire je me réveille. Donc je prends conscience que je rêve. Je prends conscience que c'est mon esprit en fait qui projette des images. C'est ce qui a été beaucoup récupéré dans la spiritualité New Age, avec toute l'idée de la loi de la manifestation, de devoir contrôler ses pensées, de la pensée positive, mais qui a été, je dis, récupéré parce que quand on entend par exemple sur la loi de la manifestation, c'est toujours l'histoire de je veux obtenir ceci, je veux obtenir cela. Et en fait, quand on va travailler en fait en état modifié de conscience avec la non-dualité, on va essayer d'aller questionner aussi, mais c'est qui ce je?
C'est qui ce je qui veut des trucs tout le temps? Et c'est qui ce je qui veut des trucs, qui en plus de ça, ne sait pas réellement ce qu'il veut, heu et pourrait se déposer dans les bras de l'amour, dans se déposer et commencer à avoir confiance, commencer à lâcher prise et commencer à prendre des décisions avec la bonne voix. Parce que justement, quand on commence en fait à observer en fait ces voix à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se passe où ben, on va commencer à observer que c'est l'idée du monde duel, qu'il y a une voix qui nous envoie dans le mur et une voix qui veut vraiment, qui est la voix de l'amour et qui attend que ça en fait de nous emmener dans la bonne direction. Et c'est là où on va rentrer dans toute cette philosophie, en fait, de commencer à lâcher prise, de commencer à avoir confiance et de commencer à voir que, beh, il y a quelque chose, en fait, au-dessus de nous qui sait quelle est la bonne direction pour nous. Et c'est tout le travail, en fait, qu'on fait sur les retraites, aussi au travers de la non-dualité. Je te laisse parler un peu de l'ayahuasca, Cédric? Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est l'ayahuasca? Alors, l'ayahuasca, c'est une plante amazonienne qui est composée à 70% de lianes broyées, et 30% de feuilles qu'on appelle la Psychotria virilis. C'est un L'ayahuasca, en fait, est un entéogène. Entéogène veut dire du latin en, donc à l'intérieur, théos, du divin, et génos, l'origine. Donc, en gros, en fait, c'est un entéogène, c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter à notre essence divine sous-jacente, donc à nous reconnecter, en fait, finalement, à l'amour. Donc, elle amène, en fait, des états élargis de conscience pour nous permettre de nous libérer de nos programmations inconscientes et de déployer aussi en fait notre potentiel créatif. Voilà. Donc l'ayahuasca en fait n'est pas un hallucinogène, donc elle produit pas en fait de visions. Enfin, elle peut produire des visions, mais pas comme on peut l'entendre en fait. Voilà, c'est pas un hallucinogène. Euh, et donc en fait avec l'ayahuasca, on va avoir différents effets. Donc déjà en fait une profonde connexion avec son soi, euh, la mise en lumière en fait des schémas inconscients. Et puis l'observation de, voilà, de nos peurs, l'observation de nos croyances, l'effet. En fait, il va y avoir vraiment un effet miroir qui va se passer en fait en prise d'ayahuasca. Et donc, du coup, en fait, on va pouvoir en fait travailler durablement sur notre histoire, sur l'histoire du personnage. Voilà. Après, c'est pas quelque chose de toxique. C'est une plante en fait qu'on va pouvoir prendre. À la différence d'autres médecines ancestrales, parce il y a aussi d'autres qui sont très intéressantes, hein, tout ce qui est aussi le travail avec les champignons, nous on travaille aussi avec le San Pedro, mais la particularité de l'ayahuasca, c'est que la molécule, la DMT, est exactement la même molécule qui est déjà présente dans le corps humain. On dit que la DMT est produite à 3 moments, en fait, dans notre vie en grande quantité. On en sécrète tout le temps. Par exemple, les techniques comme le breathwork ou ce genre de techniques vont aider à activer la DMT, au niveau du liquide cérébrospinal. Hem mais il y a 3 moments en fait où, cette DMT est sécrétée en grande quantité. C'est au moment de la naissance, au moment de la mort et au moment, on dit, de l'accouchement chez une femme. Comme s'il y avait un peu une histoire un peu mystique en fait autour de cette molécule qui nous permet de connecter un petit peu avec cet avant-après et donc avec cet espace, d'éternité à l'intérieur de nous. Hem, dans mon expérience avec l'ayahuasca et avec, les plantes, on voit que il y a quelque chose, en fait, qui nous est indiqué aussi par la forme que prennent les plantes. Par exemple, on peut travailler avec d'autres plantes comme l'iboga, qui est une racine et on voit que l'iboga, en fait, c'est quelque chose où on va aller dans les profondeurs pendant la cérémonie. Le San Pedro qui est un cactus, il y a quelque chose de très solaire, une énergie en fait qui traverse. Et là, on est sur une liane. Donc en fait,
D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la liane d'ayahuasca, ce n'est pas ce qui contient la DMT. C'est les feuilles, c'est les feuilles qu'on rajoute qui vont contenir de la DMT. Mais c'est toujours de l'énergie de l'ayahuasca, de la liane d'ayahuasca dont on parle, de l'inhibiteur en fait. Et il y a cette notion en fait d'une liane qui monte. Alors il y en a certaines qui courent en fait dans la forêt, mais il y en a surtout beaucoup qui montent. Et c'est un petit peu, comme ça que moi je le perçois en fait dans les cérémonies. C'est comme si en fait il y avait quelque chose en fait qui s'élevait. On peut passer par des espèces de zones des fois de turbulence, un peu comme quand on est dans un avion. Moi c'est l'image que j'ai de quand on passe dans cette partie où il y a les nuages, où ça peut être un petit peu remuant. Et hop, au-dessus, c'est le ciel bleu. Et ça, c'est une image de ce qui se passe en fait dans notre quotidien. C'est-à-dire que dans notre quotidien, quand on parle de non-dualité, la non-dualité, en fait, c'est ce qu'elle nous dit, c'est la vérité, c'est que le soleil n'a jamais cessé de briller. Mais nous, dans notre esprit, il y a comme des nuages, il y a comme des idées, il y a des choses qui n'arrêtent pas de passer, qui nous perturbent, qui perturbent notre paix intérieure. Et en fait, avec ces plantes, on va aller voir en fait les endroits où il y a ces perturbations pour apprendre à les traverser et pouvoir aller en fait justement passer au-dessus et pouvoir se remettre dans un état en fait de paix. Parce qu'il y a toujours cette paix qui est présente à chaque instant. Quand on apprend justement à ne plus laisser passer les pensées de l'ego, ce que j'appelle les hameçons. Mm. Je développerai un petit peu dessus parce que je veux être sûre en fait de pouvoir vous donner toutes les informations sur comment ça fonctionne sur la non-dualité. Mais c'est vrai que comme c'est un sujet très 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 vaste, euh, on va essayer et il y a beaucoup de choses dont on voulait parler aujourd'hui. On va essayer de faire au plus. D'accord. Mm. Je te laisse reprendre du coup. Alors, il y a beaucoup de questions effectivement qui vont venir quand on va travailler avec des entéogènes. Est-ce que c'est fait dans un cadre légal? Est-ce que effectivement il y a des recherches qui ont été faites dessus? En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui en fait sur l'ayahuasca, c'est que l'ayahuasca en fait, elle peut favoriser la neurogénèse, donc la formation de nouveaux neurones. Mais elle peut aussi créer en fait de nouvelles cellules neuronales, comme les astrocytes et les oligodendrocytes. C'est un peu compliqué à dire. Mais bon, tout ça, c'est scientifique. Mais quoi qu'il arrive, en fait, on sait que il y a en fait des études qui ont été faites sur les animaux. Aujourd'hui, l'ayahuasca, effectivement, n'est pas une plante qui est autorisée en fait en France. Mais dans d'autres pays, en fait, voilà, il y a des pratiques en fait qui peuvent se faire avec. Parce que on voit en fait qu'elle a un grand potentiel sur des troubles neurologiques, psychiatriques ou des maladies neurodégénératives. Et donc, du coup, en fait, petit à petit, on va arriver à peut-être travailler avec une médecine qui va favoriser en fait la sortie de certains troubles qui aujourd'hui en fait vont prendre du temps avec une thérapie normale. Voilà. Mhm. Alors, moi, à l'heure actuelle, je travaille avec un groupe à la création, en fait, de la Fédération des entéogènes espagnols. On est tout un groupe, en fait, il y a des facilitateurs, il y a des médecins, il y a l'inspecteur de police nationale espagnol qui est avec nous aussi. C'est assez incroyable, en fait, ce qui est en train de se passer là dans ce groupe-là, parce que l'Espagne est très en avance, en fait, sur ce sujet-là. C'est les premiers. On a eu des très très bons avocats en fait qui ont réussi à défendre l'utilisation traditionnelle en fait de l'ayahuasca et aussi de venir prouver en fait qu'il y a énormément de bénéfices. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à témoigner et qui commencent à dire que oui, effectivement, c'est l'ayahuasca qui leur a sauvé la vie. Et je vous donne une petite info que j'ai reçue cette semaine, que je trouve assez incroyable. Mais en fait, je me demandais pourquoi, à l'heure actuelle, Trump était en train de se mettre sur la thématique de l'ayahuasca, des médecines ancestrales. Et je m'étais dit, ouh là là, dit là, il y a des affaires de business derrière.
Et en fait, ça y est, ils commencent à s'intéresser à tout ça parce que, ils sont en train de pousser la légalisation de toutes ces médecines, même aux États-Unis, parce que voilà, parce qu'il y a des enjeux économiques, et cetera. Mais en fait, pas tout à fait, parce que le ministre de la santé, de Trump, c'est Robert Kennedy Jr. Et en fait, j'ai appris, par quelqu'un, cette semaine que, il a déclaré que lui, en fait, s'il faisait tout ce travail, c'est parce que l'ayahuasca a sauvé la vie à sa fille, qui était suicidaire. Et que voilà. Donc c'est pour ça, en fait, ce qui m'a un petit peu rassurée personnellement. Je me suis dit: «OK, c'est pas juste un engouement, en fait», très certainement, hein, qu'il y a quand même des enjeux économiques derrière. Mais il y a aussi, des personnes qui sont dans les hautes sphères du pouvoir, qui ont été aidées par ces plantes. Je sais qu'en Angleterre, il y a certains des fils, des princes en fait anglais qui ont admis avoir pris de l'ayahuasca et avoir fait des cérémonies. Donc disons que dans les hautes sphères, il y a de plus en plus de personnes qui admettent avoir fait des cérémonies et que ça les a aidés. Et donc du coup, là, il y a quelque chose qui est en train de se réouvrir. En France, on est très 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 en retard sur tout ça, mais on a bon espoir, que ça bouge. Nous, c'est pour ça qu'on ne fait pas de retraite en France, qu'on est dans d'autres pays autour. Tout simplement, voilà, pour que ce soit plus simple et pour nous et pour vous, pour mettre tout le monde en sécurité. On n'a jamais eu de problème sur les retraites, mais c'est quand même plus détendu pour tout le monde de travailler dans un cadre où on est les bienvenus. Euh, Ensuite, donc ici, je voulais aussi parler un petit peu des approches qui coexistent ensemble. Parce que, bah, comme moi je vous disais, moi j'ai une approche qui s'est un petit peu éloignée du modèle traditionnel, un petit peu, qui est un peu moins chamanique. Il y a des personnes qui vont travailler plus de façon scientifique, il y a tout ce qu'on va appeler, nous on se considère comme facilitateurs. Euh, et moi, je constate juste une chose dans tout ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de guéguerres, de qui a raison, qui fait les choses de la bonne manière, qui fait pas les choses de la bonne manière, beaucoup de critiques. Alors moi, je voulais me poser ça aussi pendant cette conférence, que bah, moi, j'ai ma façon de travailler, on a notre façon de travailler sur les retraites avec l'aspect non-duel, que j'ai un profond respect pour l'approche traditionnelle et toutes les autres approches qu'il y a, parce que je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous besoin de quelque chose de différent, à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, peut-être qu'on a besoin de passer par un chaman, je ne sais pas, quelqu'un de par exemple très dur, parce qu'il y a aussi ça dans le chamanisme. Il y a quelque chose de très dur où on va prendre de grandes quantités, où il y a un peu cette croyance aussi que la souffrance guérit, que plus on va prendre de quantité, plus on va vomir et plus on va guérir. Et attention, je ne dis pas que tous les chamans travaillent comme ça, je parle de voilà, certaines approches qui sont comme ça. Euh, il y a aussi dans les pratiques chamaniques, moi là où je me suis aussi un peu déconnectée, c'est un petit peu ce que j'ai vu comme prise de pouvoir. C'est-à-dire que, bah, imaginez, vous êtes dans un état de conscience étendu et vous avez quelqu'un au milieu de la salle avec une grande couronne de plumes, plein de colliers de partout, beaucoup de couleurs, mais vous avez l'impression de voir un dieu en fait au milieu de la salle. Et donc il y a un petit peu cette projection à l'extérieur de son pouvoir. Encore une fois, je suis pas en train de te dire que tous les chamans font ça. Je suis juste en train de dire que il y a des endroits en fait où il faut aller regarder et il faut aller se questionner aussi. Est-ce que le terme chaman est une garantie de de bienveillance, d'alignement, ou est-ce que c'est encore juste un terme que l'ego aime bien? Euh, Moi, j'ai pas besoin de me définir comme chaman ou comme, pour moi, j'aime bien le terme facilitatrice parce que pour moi, en fait, mon rôle ou notre rôle sur les retraites, c'est de créer un espace d'amour, créer un espace de sécurité, créer un espace de confiance où chacun va pouvoir aller faire une plongée en lui-même. Et depuis cet espace d'amour, en fait, aller retrouver sa force. Il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter. C'est une personne qui était venue sur une retraite
et qui a eu un moment très, très difficile et à un moment, elle est venue vers moi et elle était très en colère et elle m'a dit: «Mais sors-moi de là, sors-moi de là!» Et il y avait vraiment elle était parce qu'elle était vraiment en train de passer par quelque chose de très de très dur et moi, je me suis juste mis à côté d'elle. Je lui ai demandé, en fait, de mettre les mains au sol, de respirer et je lui ai dit: «Maintenant, tu vas renvoyer toute ta colère dans la terre». Et en fait, moi, je l'accompagnais juste énergétiquement et en fait, au moment où je faisais ce travail avec elle, je voyais, en fait, toute l'énergie, je voyais une énergie très dense autour d'elle et j'étais juste là en train de l'accompagner, en train d'accompagner son mouvement. Et le lendemain, en fait, quand on a eu une discussion toutes les 2, je lui ai dit: «Alors?» je lui ai dit: «Comment ça s'est passé hier?» Et elle me dit: «Tu sais quoi?» Elle me dit: «Le plus beau, c'est que je l'ai fait moi-même». Et et ça, pour moi, c'était le cadeau. C'était pas de, «Ah là là, mais Alison, super, la facilitatrice, elle m'a aidée, elle m'a ah là là, c'est elle qui m'a guérie, c'est elle qui m'a soignée». J'ai trouvé ça tellement incroyable, en fait, de d'avoir juste été le support qui a pu l'accompagner à faire le travail par elle-même. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est ça, c'est au final, OK, c'est bien, on va aller voir un guérisseur, on va aller voir un chaman et parfois on a besoin de ça, on a besoin de quelqu'un qui va faire le travail pour nous. Mais le jour où il y a plus, le jour où il y a plus le chaman à la maison, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je gère, en fait, ces peurs qui vont revenir? Comment est-ce que je gère, en fait, toutes les idées qu'il y a dans mon esprit? Et voilà, et pour moi, c'est vraiment la base du travail qu'on fait. C'est accompagner les gens à récupérer leur propre pouvoir, leur propre souveraineté, à aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes et à pouvoir, en fait, dissoudre ce qui se toutes ces mémoires et ce qui se passe en eux, en toute autonomie et en toute responsabilité. Parce que sinon, ça veut dire que, bah, si demain je me sens mal de nouveau, bah, j'ai besoin d'une autre session d'ayahuasca, j'ai besoin de retourner voir un chaman et en fait, c'est là où on tombe dans une espèce de, bah, d'addiction thérapeutique. Et encore une fois, il y a des moments où on peut avoir besoin que quelqu'un nous aide à faire le travail. Mais le but, c'est au bout d'un moment de pouvoir arriver à faire les choses par soi-même. Donc c'est pour ça que on est très nombreux comme facilitateurs, avec des méthodes différentes, avec des approches différentes qui correspondent à chacun à un moment ou à un autre du parcours. Heu, du coup, je pense que j'ai plus ou moins répondu déjà à cette partie, Ouais. à moins que tu veux y rajouter, quelque chose, Cédric, là-dessus? Non, tu avais fait le tour déjà par rapport à ça, on peut passer. Hem, ouais. Alors, par rapport, donc ça, c'est un point qui est assez important pour nous, donc c'est tout ce qui est, sécurité et contre-indication. Il y a des contre-indications, pour à la prise d'ayahuasca. Et là, on va pas faire le tour, là-dessus, de toute façon, comme il y aura le replay, si vous voulez revoir, en fait, le PDF entier, vous pourrez regarder. Mais de toute façon, nous, avant chaque retraite, il y a un questionnaire médical obligatoire et en fonction du questionnaire, s'il y a des choses qui sont préoccupantes pour nous dans le questionnaire est envoyé à un médecin et c'est le médecin qui donne son avis. Donc c'est un médecin qui travaille depuis très, très longtemps avec, les médecines ancestrales et c'est lui qui nous donne son avis sur, est-ce que la prise d'ayahuasca est possible? Est-ce que c'est contre-indiqué? Ou parfois, ça peut être OK, mais en dose médium. Et ça, c'est pareil avec, toutes les médecines avec lesquelles on travaille. Parce que des fois, c'est possible de faire l'ayahuasca, mais ce ne sera pas forcément possible de faire le kambo et inversement. Donc voilà, pour nous, la sécurité, c'est un point primordial. Et ça se reflète aussi, sur la façon d'appliquer les médecines. Il y a des protocoles, il y a des choses en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses dans la tradition chamanique, avec lesquelles, moi personnellement je me suis éloignée et juste avant qu'on commence cette conférence, j'expliquais à Cédric qu'il y a eu un cas en Angleterre, récemment avec le kambo où voilà, il y a eu un problème avec le kambo et par exemple, si je prends juste le cas du kambo, dans la tradition chamanique, il est demandé de boire 2 3 litres d'eau avec le kambo,
pour provoquer les purges, avec cette croyance que plus on va vomir et plus on va nettoyer. Il y a des chamans qui redonnent de plus en plus d'eau jusqu'à ce qu'en fait le vomi devienne clair, qu'il y ait plus de bile, qu'il y ait plus rien, en pensant que c'est ça qui guérit. Et en fait, avec les années d'expérience et des médecins qui ont commencé à étudier ça, on s'est rendu compte qu'un des plus grands dangers avec le kambo, c'était l'eau, justement. C'était pas la médecine en elle-même. Parce que le risque, c'était justement des purges trop fortes qui abîment l'œsophage. Le risque, c'était une déshydratation intense avec une perte d'électrolytes. Et par exemple, moi, le médecin avec lequel je travaille aujourd'hui nous a recommandé un protocole avec très peu d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, dans les études qu'il a fait, il s'est rendu compte que bah, il arrivait parfaitement à travailler sur des cas de cancer avec le cambo, avec très peu d'eau, et donc en fait, ça n'avait rien à voir avec le fait de devoir purger ou de devoir vomir. Donc, il y a un petit peu ça, en fait, si on regarde, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a quelques années, les femmes n'avaient pas le droit, en fait, de faciliter les médecines ancestrales. C'était un monde très masculin, il y avait cette masculinité très dure. Si vous regardez les initiations chamaniques, que ce soit l'initiation au Kambo, où c'est 300 points de Kambo, ou les initiations au Témascal, où c'est des initiations très violentes, où ils doivent se mettre des hameçons dans les pectoraux et porter des pierres. Enfin, c'est des choses. Donc voilà, il y a des très très belles choses dans le chamanique, mais il y a aussi des choses euh, qui pour moi ne résonnent pas parce que je crois profondément que c'est l'amour qui guérit. C'est pas la souffrance. Mais le problème, c'est que dans l'esprit, il y a des croyances que si je passe par des épreuves, je vais guérir, que les épreuves sont nécessaires, que la souffrance est nécessaire. Et c'est aussi tout ça qu'on aborde avec la non-dualité petit à petit pour aller lâcher en fait ce genre de croyances qui sont des croyances en fait tant que j'ai cette croyance-là, je vais continuer à manifester des événements pour me faire mal parce qu'il y a un bénéfice secondaire en fait à ces événements. Tu veux ajouter quelque chose, Cédric, ou je passe à la suivante? Non, c'est bon. C'est bon pour moi. On va passer là-dessus, mais en gros, c'est un Ouais, petit on a peu déjà répondu ouais, sur... c'est voilà, c'est tout ce qu'il y a au niveau de la science et la recherche à l'heure actuelle. On est en train de se rendre compte que réellement, il y a énormément, énormément de bénéfices avec le travail. Nous, on parle principalement de l'ayahuasca, mais c'est le travail avec les médecines ancestrales en général. Euh, donc voilà, donc il y a tout le côté travail sur le corps, sur les mémoires. Je vais pas rentrer plus là-dedans. Je pense que tout le monde a compris. En fait, c'est l'idée que euh, quand on vit des chocs, en fait, parfois, il y a des parties de nous qui n'ont pas voulu aller regarder. En fait, c'est ce qu'on appelle fermer son cœur. Hop, j'ai eu peur, donc je me ferme, je veux pas voir, et en fait, je reste avec une peur. Et en fait, la peur n'est plus là, mais en fait, moi, je reste fermée. C'est ça un trauma, en fait. C'est hop, je me referme, et puis dès qu'il y a le moindre petit événement qui pourrait me rappeler ce trauma, il y a quelque chose à l'intérieur qui se referme. Et en fait, la libération, c'est justement ce moment où, en fait, c'est pour ça que l'ayahuasca, on a tendance à l'appeler la grand-mère, parce qu'il y a un petit peu cette notion d'une grand-mère ou d'une maman qui nous prend par la main et qui nous dit, attends, viens, 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 on va aller voir le monstre dans le placard, et tu vas voir qu'en fait, c'est pas si terrible que ça, et que ça va bien se passer, et que tu vas pouvoir aller libérer, les choses. Parce que c'est ça vers quoi emmène la non-dualité, en fait. C'est assez exceptionnel parce que même dans des cas de gros traumas avec des choses vraiment très douloureuses vécues, il y a des pardons qui se font et des états d'amour euh, qui sont extraordinaires. Pour en citer qu'un seul, parce que c'est quelqu'un que je pense qui est venu aussi il n'y a pas longtemps, mais sur des cas avec des abus, avec des choses comme ça. Enfin, moi, je trouve ça absolument incroyable quand la personne sort de la cérémonie et vient me voir et me dit j'ai pardonné, et parce que je me suis pardonnée, j'ai l'impression que je me suis libérée parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi cette personne m'a fait ça.
elle m'a fait ça parce que c'était une personne qui était elle-même traumatisée. Bon, après, chacun a son histoire et les histoires peuvent être différentes, mais basiquement, il y a cet espace, en fait, de pardon et d'amour qui revient au-delà, en fait, de ce qui a pu se passer, même dans des histoires super, super traumatiques. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment ça la magie de ces médecines, c'est que c'est des processus qu'on pourrait faire, il faudrait peut-être 10 ans, en fait, pour processer quelque chose comme ça, même plus. Et que là, des fois, en une seule nuit, en une seule cérémonie ou en 3 jours, il y a des choses qui s'ouvrent et qui peuvent être, très, très, très directes. Hem, Bah, vas-y Cédric, si tu veux, du coup, sur ça. Bon, après, c'est assez, c'est assez divers et varié parce que les personnes décrivent dans la prise de l'ayahuasca, c'est avant tout en fait une expérience personnelle. Donc, certaines vont voilà, avoir plus de clarté, plus d'apaisement. Certaines en fait vont se reconnecter à l'unité, à notre état d'amour. D'autres vont prendre du recul sur certaines situations, avoir des ouvertures de cœur. Mais ce qui est, pour moi, en fait, le plus important, c'est que la prise d'ayahuasca, comme disait Alison, va permettre en fait la libération de la somatisation. Et donc, du coup, en fait, ça va permettre de conscientiser en fait peut-être un blocage et simplement en fait de remettre, ben, voilà, de l'amour dessus, de remettre avec beaucoup de bienveillance et de douceur, une forme d'équilibre, voilà pour allumer la somatisation. Voilà. Mais après, ce qui est super important, c'est que, hem, les expériences de chacun, vu que chaque personne en fait est unique, seront vécues de manière aussi unique, lors de la prise d'ayahuasca ou d'enthéogène et permettront aussi, on va dire une libération qui sera elle-même unique parce qu'elle sera vraiment personnalisée par rapport à la personne et par rapport à ce qu'elle ramène et son bagage. Mmh. L'expérience est unique et c'est ça qui est assez incroyable avec l'ayahuasca parce qu'il y a jamais 2 sessions qui sont pareilles. On peut avoir des sessions qui sont très visuelles, on peut avoir des sessions qui sont très dans les émotions, on peut avoir des sessions qui sont très physiques. Et en fait, on apprend à connaître, notre esprit. Il y a une image qui me vient, c'est, donc nous sur les retraites, je disais, on parle beaucoup de la non-dualité, donc du courant miracle et donc du travail de pardon quantique. Et je vais pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais je vais juste vous donner par exemple l'image d'un participant. Un participant qui un jour m'a dit, il me dit: «Mais Alison», il me dit: «Ça y est», il me dit: «L'ayahuasca, elle m'a montré ce que c'était que le pardon». Il me dit: «Mais le pardon, c'est sortir les poubelles, c'est rien d'autre que ça». Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est, on voit en fait comment l'ayahuasca va nous montrer les choses des fois avec des images qui sont très simples pour nous. Et c'est pour ça que la plongée à l'intérieur de soi est si intéressante parce qu'on va voir en fait comment notre esprit fonctionne et quand on comprend ça, on n'a plus besoin de l'ayahuasca parce que tout le temps, notre esprit, cette même part de notre esprit va essayer de nous montrer les choses. Quand on entend, les gens dire: «L'ayahuasca m'a dit» et j'utilise encore aussi cette phrase, c'est pas vraiment l'ayahuasca qui m'a dit. C'est une part de moi qui a les réponses et qui sait et le but, c'est de pouvoir aller de se reconnecter à cette part et il y a ouais, il y a une intelligence cosmique vraiment derrière ça. Oui, rapidement là-dessus, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, il y a pas de bypass possible au niveau spiritualité quand, je vous parlais de non-dualité. Donc c'est cet espace où en fait on comprend que tout est parfait, qu'on retrouve en fait le soleil derrière les nuages, que la paix est présente à chaque instant, qu'on ne peut pas faire de bypass spirituel. Et il est obligatoire d'aller intégrer les choses dans la vie réelle. Alors là, je prends un peu le truc à l'envers, mais par exemple, je vous prends l'idée de, heu heu, il y a des gens, des fois, qui se disent: «Oh là là, bah, moi, du coup, pour être tranquille maintenant, pour rester dans ma paix, je vais m'isoler du monde, je vais aller me mettre dans une grotte tout seul, au fin fond du monde, comme ça, il y aura, plus personne ne va me sortir de ma paix». En fait, cette personne, elle sera dans les mêmes conflits intérieurs, tout seul, dans sa tête. Parce qu'à un moment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça, c'est que tout ce que je vis à l'extérieur, toutes mes interactions viennent refléter et m'apprendre des choses sur moi. Et donc c'est dans la vie réelle
que l'expérience s'intègre. Et nous, on fait beaucoup ce parallèle-là. C'est pour ça, en fait, que pour moi, des fois, quand j'entends des expériences très cosmiques avec les médecines, qui peuvent être très intéressantes. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un aujourd'hui, au final, qui a fait une session d'ayahuasca où elle me disait qu'elle avait passé, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'en ai eu deux, j'en ai eu une qui a fait tout un voyage avec des sirènes et quelqu'un d'autre qui a fait un voyage avec des fées. Et je lui disais, je dis, mais vous avez fait une intégration de ce que tu as vu? Elle me dit, non, pas du tout. Je lui dis, et je lui dis, ça t'a apporté quoi dans ton quotidien, du coup, cette expérience? Est-ce que tu as vu des changements? Elle me dit, bah, je sais pas du tout. Et c'est là, en fait, où je trouve ça dommage parce qu'effectivement, bah, du coup, bah, c'est un super voyage. C'est un super, voyage dans un univers magique qui lui a sûrement fait beaucoup de bien. Il y a certainement eu beaucoup de joie et déjà cette reconnexion à la joie, c'est un élément. Mais comment est-ce que je ramène ça dans mon quotidien et comment, en fait, j'utilise, en fait, cette expérience, pour que ça me soit bénéfique, en fait, dans le quotidien? Et c'est pour ça que nous, on a emmené, l'aspect, en fait, non-dualité, parce que l'aspect non-dualité nous permet de vous donner sur les retraites un enseignement concret pour pouvoir travailler dans le quotidien. C'est-à-dire, bah, ok, je suis dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'apprends à observer mon esprit? Et comment est-ce que je regarde les choses sans avoir besoin de prendre d'ayahuasca? C'est ce que j'ai souvent. Moi, à l'heure actuelle, il y a des retraites sur lesquelles je peux prendre de l'ayahuasca, mais il y a des retraites où, enfin, moi, j'en suis arrivée à un point dernièrement où j'ai plus de nécessité en fait à prendre de médecine parce que ça va encore me montrer des choses, mais finalement, je sais quel est le travail à faire. Je vois maintenant les endroits où l'ego revient, où il y a des pensées de peur, des pensées de jugement qui reviennent, comment observer ces pensées, comment faire le travail avec. Et pour moi, ça, c'est important parce que ça nous rappelle aussi profondément qu'il n'y a pas besoin des médecines ancestrales. Et, euh, et pour moi, ça, c'est fondamental à dire. On n'a pas besoin de l'ayahuasca réellement pour faire tout ce travail. Mais c'est vrai que, bah, ça va un petit peu plus vite. Il y a un effet d'accélération où on va aller voir les choses de façon plus vite. Et le dernier petit point, ça c'est un petit peu le disclaimer qui est sur notre site, qui est partout. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas psychologues, et surtout, 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 que ce soit avec nous ou avec n'importe qui, ne laissez jamais aucun thérapeute, et surtout dans le monde spirituel, vous faire arrêter un traitement médical. Cette guéguerre en fait entre le médical et le naturel, c'est pas bénéfique du tout, c'est bénéfique pour personne et ça pourrait même être dangereux. Donc voilà, nous on travaille avec un médecin justement pour que tout le monde puisse être mis en sécurité. Et aussi ce dont on s'est rendu compte en travaillant avec un médecin, c'est qu'au lieu de travailler les uns contre les autres, on peut vraiment aussi apprendre à travailler ensemble. Et donc utiliser le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire ne pas faire de surcharge médicamenteuse alors qu'on pourrait utiliser du naturel. Et par contre, utiliser aussi la médecine moderne qu'on remercie quand même, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans la médecine moderne. Donc voilà. Euh, bon, on en a déjà parlé un peu de ça. Tu veux revenir un peu dessus, Cédric? Mm. Mm, ça va. Non? Mm. Euh, Ok, trop d'infos. ouais, je suis juste en train de regarder si... Ouais, on va pas vous surcharger avec la non-dualité, puis je veux laisser un petit peu de temps aussi. On voulait pas faire une conférence trop trop longue. Et aussi, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur ça, on pourra en discuter un petit peu plus après. Donc voilà. Euh, on va juste reprendre un peu ici. Donc, j'adore cette phrase du cours miracle. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher à trouver en vous toutes les barrières que vous avez bâties contre lui. Et ça,
c'est la base du travail qu'on fait sur les retraites. C'est se rendre compte, c'est vraiment un travail de responsabilisation, en fait. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu difficile au départ parce qu'on a l'impression au début, d'avoir tout le temps des attaques extérieures. Voilà. C'est les autres qui m'attaquent, c'est les autres qui sont méchants avec moi, c'est ces situations qui m'ont fait du mal, et en fait, le retournement intérieur est la partie la plus difficile parce que c'est venir reprendre le pouvoir et dire: «OK, ce qui est projeté à l'extérieur, c'est mon esprit qui est en train de le projeter et dans mon esprit, je suis en train de projeter autre chose que l'amour». Je suis en train en fait, c'est là où en fait, l'enseignement non duel, c'est un enseignement qui nous invite à regarder notre vie comme si on était en train de regarder un film en fait, qui est sur un écran. Et en fait, sur cet écran, il y a la vie d'Alison, la vie de Cédric qui est en train de passer. Donc, je suis le petit personnage principal de mon propre film. Et en fait, c'est l'invitation, c'est de venir s'asseoir dans la salle de cinéma et de se rendre compte que dans cette salle de cinéma, on a 2 copains assis à côté de nous. Donc il y en a un qui s'appelle Ego et un qui s'appelle Amour. Et et en fait, les 2 sont en train de commenter le film, sauf que les 2 ont 2 commentaires complètement différents sur le film. Il y en a un qui est tout le temps en train de juger, de critiquer, de te dire que: «Attention, attention, et là tu devrais faire attention, et là tu vas te faire attaquer, et un tel il va te faire ceci, et un tel il va te faire ça, et nanana nanana». Et c'est une voix qui parle très fort, qui parle très vite, qui est toujours en action, et de l'autre côté, il y a une voix qui est toujours en train de t'envoyer dans la bonne direction, mais qui est beaucoup plus douce, qui est toujours: «Tout va bien, n'aie pas peur, tu es en sécurité». Il y a une image, il y a une image non duel que j'aime beaucoup, qui vient d'un film que je vous recommande, qui s'appelle, Little Buddha. C'est, un des premiers films de Keanu Reeves. Il était très, très jeune quand il a fait ça. Et en fait, c'est cette image de l'éveil du Bouddha, en fait, quand il comprend ce qui se passe dans son esprit, quand il comprend que tout est une création de son esprit. Il est assis sous un arbre et il y a une armée qui avance vers lui et qui lui jette des flèches, enflammées. Et lui, il est là en méditation et il ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il ne croit plus en l'attaque. Il sait que c'est son propre esprit qui est en train d'arriver vers lui. Et donc, on a dans cette scène, en fait, où les flèches enflammées se transforment en pétales de cerisier, en fait, autour de lui, et qui est assez magique. Et en fait, c'est ce qui se passe dans notre vie. C'est difficile à comprendre au départ, mais il y a vraiment quelque chose quand on prend la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, pas pour chercher à manifester, pas pour chercher à contrôler, mais simplement pour choisir la paix. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, dans l'esprit, le libre arbitre ne sert plus à je vais à gauche, je vais à droite, je choisis telle femme, je choisis tel homme, je choisis tel travail, j'ai une mission, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est plus je choisis la paix, je choisis l'amour. Quelle est la voix que je choisis d'écouter à l'intérieur de moi? Et plus je vais apprendre à écouter la voix de l'amour à l'intérieur de moi, et plus il y a quelque chose de magique qui se passe à l'extérieur sans même qu'on ait besoin de le contrôler. On n'a plus besoin de décider, on n'a plus qu'à se rendre vraiment à la vie, et il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent depuis cet espace. Parce que finalement, il y a beaucoup de nos blessures, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi de toutes nos attentes, de tout ce qu'on voudrait, qu'on a l'impression de ne pas obtenir. Et en fait, c'est un petit peu comme avec l'ayahuasca, une attente, c'est je suis debout devant une porte et je veux que cette porte, elle s'ouvre. Et du coup, vu que cette porte, elle s'ouvre pas, eh ben, je suis frustrée, je suis en colère, je suis triste, j'ai l'impression d'avoir été abandonnée, j'ai l'impression que l'amour ne m'aime pas, que Dieu ne m'aime pas, que je... Et ça, c'est une attente. Et alors qu'en fait, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Moi, ce que je dis toujours, c'est souvent, l'amour, c'est le Père Noël qui arrête pas de nous courir après, et nous, on n'arrête pas de partir dans l'autre sens. Donc, il y a un moment, il faut apprendre à rester sur place et à justement à laisser, en fait, l'amour nous traverser et l'amour nous donner absolument tout. Parce que c'est ce qui est prévu pour nous, réellement. C'est ça qu'on appelle l'abondance, c'est ça qu'on appelle... C'est le moment où on arrête de résister à l'amour. Et on arrête de résister à l'amour en arrêtant d'écouter, en fait, une voix à l'intérieur de nous qui nous en éloigne constamment. Voilà. Ça, c'est la base du travail qu'on fait en retraite. Donc voilà, là, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais voilà, toutes les traditions ramènent la même chose. Ici,
j'ai cité bon, le courant miracle et deux auteurs contemporains, parce que tout à l'heure je vous parlais de Bouddha, de Ramana Maharshi, mais il y a plein d'auteurs en fait qui ont atteint aussi des niveaux de conscience très élevés, dont Eckhart Tolle. Et un autre que je vous recommande si vous êtes intéressé, c'est Michael A. Singer, qui a vraiment des livres avec une façon très drôle de présenter les choses avec beaucoup de douceur que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai juste cité cette phrase: Tu n'es pas la voix dans ta tête, tu es celui qui l'entend. Donc en fait, vous voyez, c'est toujours apprendre à faire ce step back. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'avec l'ayahuasca, on va avoir tendance des fois à se faire embarquer aussi dans des mondes, dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup de... Et moi, personnellement, ce qui a changé ma pratique avec les médecines, c'est d'avoir un enseignement concret qui me permette d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Sinon, c'est des beaux voyages, mais il manque quelque chose pour l'intégrer réellement et en faire un outil vraiment concret dans le quotidien. Donc, tu veux parler un peu de l'intégration, Cédric? Ouais, l'intégration, c'est pour moi en fait quelque chose qui est très important, voire le plus important. C'est justement en fait de mettre la parole sur le vécu de chaque processus. Et dans cette parole en fait de vécu, on va souvent retrouver ben, des effets miroirs en fait avec d'autres participants. Ce qui fait que l'événement de groupe va permettre en fait aussi une grande libération et aussi de se rapprocher en fait d'autres personnes qui ont vécu aussi des processus similaires et sur lesquels en fait on va pouvoir se déposer en fait en toute confiance. Et donc intégrer en fait une retraite, c'est pas que au moment de la retraite, c'est aussi dans le quotidien. C'est à quel moment en fait je décide moi de simplement en fait revenir à moi, de m'observer. À quel moment je décide en fait ben, d'observer mes pensées, de prendre du recul. On peut aussi le voir ben, dans les relations où on va se dire, OK, est-ce que je vais à ce moment-là en fait réagir? Réagir, est-ce que intégration, c'est tiens, maintenant j'ai ce chemin de l'amour en fait, est-ce que euh, ce que je suis en train de faire ou de dire est quelque chose qui est bienveillant ou pas? Et dans ce cadre-là, en fait, est-ce que je fais le choix de la bienveillance ou est-ce que je fais le choix justement en fait de rester dans mon personnage? Et donc en fait tout ça, ça va être vraiment en fait des choix et l'intégration en fait d'une retraite avec la non-dualité, c'est simplement en fait d'observer de façon différente bah, voilà ce qu'on vit et en fait on va simplement laisser passer bah, voilà les événements sans s'y accrocher mais simplement en les regardant en les regardant en fait peut-être avec d'autres yeux, les yeux de l'amour, ou peut-être des yeux en fait qui soient plus bienveillants que ce qu'on aurait fait en fait précédemment. Ouais. Voilà, voilà. Et puis, bah voilà, juste la seule chose que je peux rajouter, c'est que nous, sur les retraites, on offre une intégration post-retraite. C'est-à-dire que, alors moi, comme je dis souvent, on laisse les personnes revenir vers nous. C'est-à-dire que je ne prends pas la responsabilité de devoir rappeler chaque personne après la retraite. Par contre, on le redit à chaque fois sur les retraites. On est à 100% disponible pour toutes les personnes qui sont venues en retraite avec nous. Là, sur les 2, 3 derniers jours, j'ai eu 3, 4 participants qui sont des fois participants, des fois qui sont venus là il y a un mois, d'autres qui sont venus il y a 6 mois et qui ont besoin d'une intégration. C'est pas, il n'y a pas de date limite en fait sur ça parce qu'on ne sait pas à quel moment en fait on va avoir besoin de discuter avec quelqu'un. Il y a des personnes qui ont besoin de discuter très vite avec nous suite à la retraite et il y a des personnes qui ont besoin de 3, 6 mois pour le temps d'avoir vu un petit peu des choses se placer et qui ont besoin de discuter. Donc ça fait partie pour moi de quelque chose qui est fondamental. Quand j'ai souvent l'accompagnement, c'est un accompagnement avant, pendant et après. C'est pas juste vous venez sur une cérémonie et ciao, débrouille-toi avec, débrouille-toi avec ton histoire. C'est avant tout pour moi, c'est vraiment une expérience humaine. On crée vraiment des liens sur ces retraites. Il y a vraiment quelque chose, une cohésion qui se forme avec les groupes. Et ouais, pour moi, ça reste quelque chose de primordial. Il faut bien comprendre en fait qu'en tant que facilitateur, on se met au service d'eux. Voilà, on est à votre service. Voilà.
à la fois pour cadrer, mais aussi à la fois pour vous accompagner jusqu'au bout du processus. Et souvent, le bout du processus, c'est pas, il s'arrête pas après la retraite. Et donc voilà, donc bah, on propose actuellement 2 modèles de retraite. Je vais pas élaborer plus que ça maintenant, à moins qu'il y en ait qui aient des questions. Je vous propose que s'il y en a qui veulent des informations plus détaillées sur les 2 types de retraite qu'on propose, qu'on prenne un moment pour s'appeler et pour vraiment pouvoir en discuter, se connaître et puis qu'on puisse voir quel est aussi le type de séjour qui est le plus adapté. Euh, Simplement pour vous dire, en Suisse, ces 4 jours, 3 nuits, on travaille principalement avec l'ayahuasca. Et en Espagne, on va travailler avec l'ayahuasca aussi, mais en fait, on a une journée entière autour du San Pedro, qui est, si je peux le décrire, en fait, c'est un cactus. Et c'est un petit peu, on va observer qu'est-ce qui se passe si on vivait une journée entière avec les yeux du cœur ouverts. C'est, voilà, je pense que je peux pas décrire le San Pedro mieux que ça. Euh, Voilà. On a choisi aussi cette petite photo de la petite équipe, aussi pour rappeler une petite chose, c'est que les retraites, c'est aussi un moment de joie. Et c'est ce que j'avais mis sur la page Instagram. C'est la joie et le bonheur, c'est ce qui rend le chemin possible. La volonté de l'amour, c'est notre bonheur. C'est pas qu'on soit constamment en train de se prendre la tête à chercher, à s'améliorer, à devenir une meilleure personne. C'est vraiment qu'on puisse retrouver en fait cette joie de vivre, ce plaisir de vivre, et tout à l'heure, j'ai vite fait évoquer en fait l'idée que ce monde dans lequel on vit est un rêve. C'est pas parce que c'est un rêve que c'est quelque chose qu'on doit fuir. Et justement, on ne cherche pas à fuir avec les médecines, on cherche à revenir à soi et on cherche à revenir en fait vers un plaisir, un amour, parce que l'amour est joie et l'amour est bonheur. Et en fait, quand on a le cœur qui se réouvre, et ben, il y a aussi toute cette joie qui émane. Et c'est aussi ce qu'on essaye de transmettre sur les retraites.